Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast de la Dialita Francese et aujourd'hui une spéciale. Il y a plein d'invités, il y a plein de guests parce que les guests c'est qui? C'est avant tout nos supporters, ceux aussi qui écoutent la Dialita Francese by Sport Content. Et aujourd'hui nos invités, c'est vous auditeurs et nos invités. Alors je vais vous les énoncer un par un. Donc on a Hugo alias Aikyo et Nesta King sur Twitter. Salut Hugo. Salutations. Merci en tout cas d'avoir répondu présent et ça va être un plaisir de débattre avec toi. On a aussi Nico malheureux sur un des derniers podcasts qui n'a pas pu en fait être enregistré à cause de soucis finalement, qui est enfin là et on espère une émission autant de qualité que la dernière fois. Bah écoute, ravi d'être là, merci pour l'invitation et puis salut à tous. Je t'en prie. On a aussi c'est sa deuxième libre antenne. On a Akram. Salut poteau, salut. Ciao tutti et merci de l'invitation. Je t'en prie. Les gars, c'est vous l'honneur, car c'est à vous l'honneur aujourd'hui, car sans vous, la Dialita Francese n'existe pas et notre communauté, pas qu'elle n'aurait pas existé non plus, il faut pas abuser, mais on serait pas autant rencontrés, on n'aurait pas été aussi soudés. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser la parole sur un souvenir, une anecdote, un débat aussi que vous pouvez soustraire justement sur cette émission. Donc je vais laisser l'honneur. On va commencer par Hugo. Par Hugo, s'il voudrait parler de quelque chose de la Lazio, un souvenir ou même un débat ou un coup de gueule, un coup de cœur. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas quel débat lancer, je sais pas. Non, mais un souvenir, hein. Je vois que par exemple là en off, tu as Nest en joueur phare. Ça a été un de tes joueurs favoris. Ah, de fou. Il est beaucoup trop fort. C'est quoi qui t'a marqué de son passage? Son passage à la Lazio ou sa carrière en elle-même? Ouais, sa carrière en elle-même. Ah, c'est vrai que ça a été un idole. Je pense que Nico et Akram sont d'accord. Pour vous d'ailleurs, j'ai posé la question sur Twitter par rapport à son anniversaire qui était la semaine dernière. Est-ce que pour vous, même pour toi Hugo, c'est le plus grand joueur de la Lazio qui a joué sous les couleurs biancocelesti? Ouais, sûrement, oui, c'est possible en tout cas. Nico? Ouais, pour moi oui, parce que d'abord sportivement, comme vous l'avez tous répété, pour ses qualités, j'allais dire de défenseur chez nous, qui a fait une très grande carrière, puis après au Milan, etc. Donc déjà pour le footballeur et aussi pour la personnalité, parce que sachant que c'était il arrivait à la Lazio quand il était tout petit et voilà, il a quelqu'un qui il a baigné dans la Lazio. Exactement, c'est ça. Et on a dû malheureusement le vendre pour des soucis financiers, mais sinon je pense qu'il aurait fait la majeure partie de sa carrière à Lazio. Donc pour le côté sportif et le côté humain aussi, je dirais oui aussi. Hein. Et Akram, toi? Je pense que Nesta a plus marqué l'esprit des tifosi et des Italiens, mais moi personnellement, il y a aussi Veron qui m'a marqué, il y a Nedved qui m'a marqué dans cette équipe. Donc j'ai grandi avec cette équipe. Et quand je pense à Nesta, je pense automatiquement aux autres aussi. Donc c'est toute l'équipe moi qui m'a marqué. C'est vrai que c'est toute cette équipe, comme on dit, pour faire un clin d'œil à Sport Content, c'est toute l'équipe Made in Libero, hein, c'est Terre Cragnotti tout simplement, qui a été tout simplement énorme. Akram, tu nous disais justement que toi, tu voulais émettre plusieurs points, lesquels? Je voudrais bien qu'on parle de Inzaghi et de sa tactique, ou plutôt son absence de tactique cette année, parce qu'il change pas. Et d'autres, je voudrais bien parler de l'effectif, parce que je commence à en avoir marre de voir des joueurs qui sont pas du niveau de la Lazio jouer, comme surtout Patrick. Alors, tu fais bien de parler d'abord de Inzaghi, hein, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, j'ai tweeté que d'après The Laziale et que beaucoup de gazettes, comme Tutto Sport ou Gazzetta dello Sport ou quoi en Italie, commencent à se murmurer un potentiel départ de Simone Inzaghi du côté de la Lazio. On sait qu'il y a un rapprochement de De Laurentiis qui s'est intéressé, la Juve est intéressée aussi depuis pas mal d'années. Et on parle peut-être d'un changement vu que Lotito aujourd'hui d'ailleurs, pas plus tard il y a 2 heures, a dit à propos justement du renouvellement de contrat de Simone Inzaghi, silence radio simplement. Donc on ne sait pas, avec Lotito fait du Lotito, hein, j'ai envie de vous dire. Et du coup, on parle peut-être donc de Ivan Juric, l'entraîneur de l'Hellas, on parle de Sinisa Mihajlovic
et on parle aussi de l'entraîneur de l'Udinese, Luca Gotti. Personnellement, c'est vrai que cette année, comme tu l'as souligné, Akram, c'est particulier parce qu'en fait, la tactique qui était bonne, qui était payante de base, commence vraiment à s'essouffler. Alors, je sais pas si il ose pas changer de tactique. On se demande beaucoup dans ce podcast sur la Dialita Frances pourquoi il n'innove pas, pourquoi même il ne change pas un peu la rotation de l'effectif en jouant les deux questions. Vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà, que ce soit Nico, Hugo ou toi, Akram? Moi, je pense qu'en fait, son système, il est bâti pour les 11 qui ont joué l'an passé, parce que c'était le système parfait. Quand on était à cette même époque, comme tu le disais, leader du championnat, on avait vraiment la meilleure équipe. Et c'était 11 très bons joueurs et on a perdu par rapport à l'an passé, Sedat Dulic. Et depuis qu'on a perdu Sedat Dulic, en fait, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont blessés avec lui, comme Luis Alberto. Il y a aussi Lucas Leiva qui a baissé en régime. Immobilier depuis quelques temps, il passe par une mauvaise phase et ça se ressent directement, en fait. Donc, il aurait dû changer le système, passer à 4 derrière et donner plus de temps de jeu à Caicedo, à par exemple Ferrer. À chaque fois qu'il rentre, il est pas mal aussi. Donc, je Ouais, moi pense j'aime bien aussi. qu'il est vraiment têtu et je comprends pas pourquoi il donne pas autant de jeu, par exemple, que Boum Toi, à toi, Ferrer. Nico, tu es plutôt d'accord avec Akram. Moi, personnellement, je suis d'accord avec lui et c'est ce que on se répète avec Afid et Ilyes d'ailleurs qu'on salue. C'est ce qu'on se répète personnellement avec les trois chroniqueurs de base. Toi, Nico? Ouais, moi je suis un peu du même avis que vous. Moi je serais un peu plus pessimiste en parlant totalement de fin de cycle, malheureusement, parce que je l'aime bien, hein, Inzaghi, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, on est arrivé vraiment à ses limites en fin de cycle, c'est-à-dire que pendant des années, il a vraiment exploité au maximum les qualités de l'effectif qui étaient un peu pourries, surtout les premières années. Il a vraiment donné la possibilité à chaque joueur de pouvoir évoluer, j'allais dire, à son max, à tous les postes. Et j'ai l'impression que là, depuis cette année, très clairement, que tous les entraîneurs, on sait très bien que les entraîneurs, c'est cyclique, hein, ils restent pas tous C'est ça. des années entières des Déjà, dizaines c'est d'années beau, au c'est un club. exploit. C'est un exploit, C'est c'est ça. déjà. C'est ça. On a gagné quelques coupes d'Italie, la Super Coupe, on allait en huitième de Ligue des Champions. Et donc pour moi, dans l'esprit même, j'allais dire des joueurs, ce que je crains, c'est que voilà, ça soit vraiment la fin de la méthode Inzaghi, qu'il ait tiré au max ses possibilités aux joueurs et que malheureusement maintenant, il veut pas changer de système et qu'on restera tant qu'il y aura Inzaghi, malheureusement, on n'évoluera plus, j'allais dire, on prendra pas de niveau sur le terrain, malheureusement. Et toi, Hugo, je sais que bon, tu réagis beaucoup sur Twitch, tu regardes aussi les matchs. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ce schéma tactique ou même des matchs qu'on peut voir? Tu trouves que la Lazio arrive en fin de course aussi? Ouais, je suis d'accord sur le fin de cycle. Et il faudrait qu'on arrive surtout à passer un cap en Ligue des Champions, ce qui nous manque. C'est-à-dire en fait tout simplement chaque année au moins être Ouais, en phase de poule, c'est de devenir stable européennement en fait. ouais, au moins à ce moment-là. Au moins en Ligue Europa. Et Ça, c'est un cap. on parlait de l'effectif et d'ailleurs je l'avais souligné durant un live Twitch. Surtout toi Akram, surtout toi Akram qui l'a souligné là. Quand on voit qu'un joueur comme Patrick a plus de 100 caps avec la Lazio, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça t'inspire? Il faut un boulet dans l'équipe. Hein. Vas-y Akram ou Hugo Allez, comme vas-y. vous voulez. Je laisse parler. La vergogne, comme on dit là-bas en Italie, c'est une honte. Un mec comme Patrick qui joue dans la Lazio, franchement, il y en a des chanceux dans la vie des fois. Il aura réussi sa vie, hein, le pauvre. Non mais c'est surtout quand il y a vraiment une Lazio avec Patrick dans cette défense à 3 et une Lazio sans lui. Le match de Ligue des Champions par exemple contre le Bayern phase retour, on n'a pas été ridicule, on est sorti avec les honneurs cette fois-ci, ok. Mais Maruzic repositionné en axial, c'était même mieux que Patrick. Vous êtes d'accord? Je confirme. Bien sûr. Largement même. Et toi, justement, tu voulais parler de l'effectif, Akram. Quel joueur autre, bien sûr, bon, Patrick, je pense que c'est l'unanimité, il n'y a même pas de débat, malheureusement, de son niveau, hormis la non-compréhension de pourquoi, je pense qu'il doit lui verser des allocs, Patrick à Inzaghi, parce que je vois pas comment c'est possible. Il y a Muriqi aussi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il joue autant. Bon, d'accord, on l'a acheté cher, mais c'est pas un joueur fait pour le style de jeu de la Lazio. Voilà, moi c'est ce que je disais. D'ailleurs, Nico, je serais bien curieux de savoir toi ce que tu en penses de Vedad. Moi, à mes yeux, Vedad, pour suivre de temps en temps le championnat turc,
J'aime bien, on dira le Beşiktaş. Me demandez pas pourquoi, ça doit être sûrement pour l'Aigle aussi. Pour avoir suivi des matchs même du Fener, vu qu'il joue au Fener, moi je le trouvais vraiment bon au Fener sous cette tactique de jeu, c'est-à-dire c'était une espèce de 4-4-2 à plat où il n'avait pas besoin de faire des efforts défensifs ou de revenir autant comme notre système actuellement le demande. Pour moi, ce n'est pas un mauvais joueur, mais c'est juste qu'il est pas, enfin, entre le temps d'adaptation, il est venu, il a eu le Covid, bon, déjà, tout ça, c'est difficile de se mettre en jambes, mais pour moi, c'est pas un joueur, en fait, adapté à notre tactique. Ce n'est pas un mauvais joueur, je pense, malgré que tout ce qu'il nous a montré maintenant, il y a eu 3 bons matchs, après le reste, il y a de quoi critiquer, mais toi, Nico, par exemple, sur Vedad, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je suis à peu près du même avis que toi. Je pense qu'à la base, le joueur est j'allais dire correct, un bon joueur de remise, etc. En attaque. Moi, je serais un peu moins dur que vous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il vient du Fenerbahçe, championnat turc. Sans dénigrer le championnat turc, c'est quand même pas le même niveau que la Serie A, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et finalement, il est là depuis moins d'1 an. Donc moi, pour les nouveaux joueurs, vous savez, toujours un petit peu exotiques qui arrivent, je me dis la première année, l'année d'adaptation est toujours très 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 difficile. Vraiment, on l'a vu même chez nous pour Hernanes par exemple, pour Luis Alberto, les premières saisons chez nous ont été vraiment cata de leur part. Et vous savez après ce qui est arrivé. Même Caicedo d'ailleurs. Je sais Exactement, pas si vous vous rappelez, Caicedo, mais ouais, Caicedo la première année, moi pour vous dire une anecdote, quand je suis allé voir Lazio Frosinone et on a gagné un 0 but de Luis Alberto, quand dans les 20 dernières minutes Caicedo rentre en jeu, à part que voilà, ça faisait à peine son 4e match, il y avait toute la courbe qui disait pourquoi il fait rentrer cette pipe. Pourquoi il fait rentrer ce cazzo, comme il disait, ma que cazzo. Et c'est vrai que la première année de Caicedo a été très 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 compliquée. Il a marqué, je crois aussi il avait marqué que 2 buts la première saison avant qu'il devienne le joueur depuis 2 ans qu'on aime tant. C'est exactement ça, Pierre-Marie, tu l'as bien résumé. Pour moi, il faudrait vraiment lui laisser, si tu veux, pas le bénéfice du doute, mais se dire que c'est vraiment la première saison. Et il n'y a pas que Muriqi qui a été, j'allais dire, en deçà de son niveau. Il y a vraiment quelques joueurs on les a cités auparavant. Mais c'est l'ensemble de l'équipe qui est déjà moins bonne que l'année dernière, donc c'est un fait. Moi, je pense qu'il faudrait lui laisser du temps. La première saison est toujours difficile pour n'importe quel, sauf pour des très 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 grands joueurs. Mais c'est vrai que la première saison, c'est une saison d'adaptation et je pense qu'il faudrait lui laisser un petit peu de temps. Par contre, l'année prochaine, c'est vrai que s'il reproduit les mêmes prestations, là, on pourra vraiment dire que c'est une pipe, effectivement. Et aussi, je pense que ce qui porte défaut à notre jugement, des fois un peu trop critique sur Vedad sur des matchs, c'est malheureusement son prix d'achat, c'est-à-dire 20 millions avec bonus. Et ça, par contre, c'est vrai que tacler un joueur sur son prix d'achat, oui, parce que, mais à mes yeux, le joueur n'a pas jugé de sa valeur, n'a pas jugé de sa valeur. C'est Iglitar et Claudio Lotito qui ont décidé de mettre tant sur tel joueur. Et pour ça, je trouve qu'il faut avoir un certain recul entre ce que les agents et les directions sportives des 2 clubs du Fener et de la Lazio ont demandé et ont convenu. Et après, le niveau réel de la joueur, on sait que la conjoncture actuelle, et depuis, même si avec le Covid c'est compliqué, mais depuis le transfert de Neymar à Paris, ça a et même Pogba un petit peu avant, mais ça avait complètement changé la donne au niveau sportif. Tous les joueurs pour moi, ont été revus à la hausse, même des joueurs plutôt moyens. Ah, c'est vrai, t'as raison. Oui, Pierre-Marie. Oui. Moi, je pense en fait qu'on s'acharne sur Vedad, c'est plus parce que ça montre en fait que la Lazio s'est gourée dans son mercato. On était plutôt bon sur les derniers mercato pour recruter des bons joueurs à des prix plutôt convenables. Mais là, quand on met 20 millions, c'est le plus gros achat, je pense, sur les 10 dernières années. Ça a fait même depuis les 11 dernières années. Le dernier gros achat, c'était Zarate, 22 millions. Voilà. Mais en fait, Vedad, vous le comparez avec Caicedo, mais Caicedo venait de la Liga déjà, donc il avait déjà quand même une bonne réputation à l'espagnol. Quand vous parlez de Luis Alberto, je me rappelle, sa première saison, elle n'était pas folle, mais quand même, il avait quelque chose quand il touchait le ballon. Ça se voyait. Mais ce mec, c'est une pipe. Je suis désolé, il n'a pas assez de technique. Même Caicedo, qui est aussi robuste que lui, au moins, il sait faire de bons contrôles, de bonnes remises. Mais Vedad, il est pas fait pour la Lazio. Je pense qu'il faut s'en séparer. Et si tu te rappelles, quand on parlait
avant le tirage de la Ligue des Champions la dernière fois, je t'avais dit qu'au même prix, j'aurais pris Milik. Et toi, t'étais pas pour, mais Afid était, non, toi, t'étais contre, mais Afid était pour. Je pense que là, Oui. avec, bah, je pense que j'avais raison. Si on avait pris Milik, on serait beaucoup Il n'y mieux. aurait pas eu de temps d'adaptation parce qu'il connaît déjà la Serie A. Et il était confirmé déjà. Il était déjà confirmé. Après, le truc, c'est que tu parles de Caicedo pour la première saison. Moi, là où j'aimerais bien rebondir, enfin, tu dis oui, il savait faire des contrôles. Ouais, ok, peut-être. Mais la première saison, moi, Caicedo, j'ai été dur aussi avec lui. J'ai été même plus dur que Moriki. Je pense qu'en fait, c'est pour ça, parce qu'on a eu finalement la belle surprise de la zone à Caicedo, comme on l'appelle maintenant. C'est que moi, la première année, Caicedo, je le considérais vraiment comme une pipe, un poids lourd aussi. Donc, je laisse cette légitimité à Vedad, voilà, comme on a dit avec Nico, d'une saison. Ou voilà. Par contre, à partir de l'an prochain, si même pendant les 2 premiers mois, il reproduit les mêmes gammes, admettons qu'en plus on change de dispositif où il serait plus mis en avant. Excusez-moi, problème de micro, ça arrive. Mais voilà, je pense qu'on serait plus critique. Enfin, moi-même, je serais quand même plus sévère. Nico, je vais te laisser aussi un peu la parole. Toi, tu aimerais bien débattre de quoi ou rappeler un souvenir ou même n'importe. Bah, deux choses. Moi, j'ai bien forcément, j'ai 32 ans, donc forcément que j'ai des souvenirs avec la Lazio. Mais pour continuer à parler de la Lazio de cette année, justement, je voudrais vous poser la question. Là, on est septième, il reste, je sais plus combien de journées. Pour vous, quel est 10 journées, l'objectif exactement. Ouais, 10 journées, c'est ça. Pour vous, quel est l'objectif de la fin de la saison pour la Lazio qu'elle peut aller décrocher? Et est-ce que finalement, si la Lazio ne va pas en Ligue des Champions, est-ce que pour vous, ça serait une saison ratée ou pas? J'aimerais savoir votre avis là-dessus. Alors moi, mon avis, avant de laisser la parole à Hugo, là pour l'instant, on se retrouve en position d'outsider. Si on veut regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, il nous reste les réceptions du Milan, déplacement du côté du Napoli et surtout le déplacement à la Rome. Il y a quand même 3 gros matchs. Et en sachant que les 2 derniers matchs à l'extérieur, bon, entre guillemets, un contre la Rome et l'autre, ça va être à Sassuolo. Donc déjà 2 dernières journées compliquées. En gros, on a la moitié quand même de ces 10 journées qui vont être des matchs délicats. Pour moi, la saison serait complètement ratée si on n'arrive même pas en Europa League. Malheureusement, moi, j'aimerais que même si on se qualifie en Europa League, qu'on essaye de la jouer parce qu'il y a vraiment des coups à faire dans cette compétition et enfin aussi sublimer la Lazio au moins dans un dernier carré, c'est-à-dire les demi-finales d'une Coupe d'Europe. Malheureusement, avec Inzaghi, je sais que c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'espère aussi un renouvellement. Moi, c'est minimum Europa League et encore. En Europa League, ce serait quand même demi-teinte. Tous les matchs vont être compliqués. J'appréhende même les matchs contre l'Aspé dire samedi. Donc voilà. Toi, Hugo, si la Lazio n'est pas en Europe ou si la Lazio n'arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions, est-ce que c'est saison ratée pour toi? Ouais, clairement. Genre, avec le niveau qu'on a, on peut au moins aller chercher la 4e place, voire la 3e, vraiment. Mais là, ouais, là c'est chaud. Surtout que, enfin pour moi le Milan est accessible. Je sais pas si tu es d'accord avec toi. Enfin sur ces matchs compliqués, on sait que la Rome on se transcende plutôt bien et que le Milan ça va être prenable vu qu'il c'est plus le Milan complètement sur régime de il y a quelques temps. Il y a quand même 2 matchs prenables malgré on dira les gros concurrents directs. Il y a notre place. Là on a 3 matchs faciles quand même à enchaîner. Mais en fait je crains que même les matchs simples seront compliqués, surtout si Chiro revient pas à son niveau. Toi Hugo, est-ce que tu penses que justement si Chiro redevient pas au niveau qu'on connaît, ça va pas être possible ça par exemple? Ouais, c'est possible. Je pense qu'on va perdre au moins un match, en tout cas si Chiro n'est pas là, quoi. Sur les matchs simples, tu dis ou les matchs Ouais, compliqués? c'est ça, les matchs simples. Les Et matchs simples. au niveau du Milan, c'est si on fait enfin, faut vraiment la fin de match surtout, parce on se prend souvent des remontées, des trucs comme ça. C'est Donc, ça. c'est compliqué. Et toi Akram? Akram, est-ce que tu es avec nous? Moi, je suis là. Oui. Moi, je suis plutôt confiant en fait pour qu'on finisse dans les 6 premières places. Après les 4 premières places, je vous mens pas, ça va être difficile parce que
Le Milan, en fait, ils ont 10 points d'avance sur nous et, avec un match en plus, mais ça va être chaud de les rattraper. Après, la Juve et l'Atalanta, le Napoli, je pense que deux d'entre eux vont aller en Europe, en Ligue des Champions. Donc, en fait, nous, si on fait un sans faute sur les 10 derniers matchs, on peut l'avoir la quatrième place, mais ça sera vraiment De très peu, à l'arrache, quoi. à l'arrache, à la dernière journée. Mais après, comme tu as dit, les 3 prochains matchs, ils sont capitaux, faut les gagner. C'est Faut ça. pas négocier, faut gagner. Et si on gagne les 3 prochains matchs avec le match en retard contre le Torino, là, on aura vraiment notre chance et on aura notre mot à dire pour la fin. Mais si on gagne pas les 3 prochains matchs, c'est fini. On a 15 points potentiels, hein, parce que Afid le disait dans le dernier podcast, et même en off, on se le disait, je pense que même entre supporters, pas besoin de faire un podcast pour le savoir. Si on gagne ces 15 points qui sont accessibles, hein, il faut pas non plus après sous-estimer notre effectif ou sous-estimer la Lazio, sans sous-estimer aussi les autres. Mais on est capable d'avoir ces 15 points là sur ces 5-4 matchs qui sont dits abordables, mais si on continue à perdre des points comme on les a perdus bêtement tout le fil de l'année, je pense au match de l'Udinese, au match de la Samp, il y a tous ces matchs-là où on a laissé des points, des défaites, ou même contre le Genoa des points bêtes, voilà, c'est la 7e place, on le sait que derrière ça va pas non plus forcément suivre, mais bon, on va rien jouer. Et là, par contre, si on joue rien, je crains vraiment le pire par rapport au départ l'an prochain. Nico, toi, qu'est-ce que tu en penses justement de tout ça? Ouais, écoute, je suis là, excusez-moi. Oui, bah écoutez, vous avez bien résumé la situation. Pour moi, la clé, ça sera déjà de prendre 100% des points contre des équipes qui n'ont, entre guillemets, plus rien à jouer ou inférieures. Déjà, si on fait pas ça, vous avez raison, si on prend pas ce max de points contre des équipes qui sont soit en milieu de tableau, soit en bas de tableau, déjà, on pourra aspirer à rien du tout. Et pour moi, il faudra chercher quelque chose pendant le derby, c'est sûr, et puis sur la pelouse du Sassuolo, comme tu as dit. Mais ça va être compliqué. Mais l'Europa League est jouable. Mais après, si c'est comme on l'a dit, si c'est pour pas la jouer, c'est toujours le même problème, quoi. Voilà. Justement, si cette saison est blanche, c'est-à-dire ni d'Europa League, parce que bon, ce serait une mauvaise quand même saison demi-teinte avec Europa League. Là, je vous pose la question à tous, vous pouvez tous répondre. La saison juste, on dira qualification en Europa League, sera en demi-teinte. La saison quand même, si on arrive à se qualifier en Champions League, sera un bel exploit. On peut parler d'exploit, je pense, vu la conjoncture du club et le rythme qu'on a eu. Mais si on reste à cette 7e place, est-ce que pour vous, Inzaghi doit partir? Hugo, par exemple. Je sais pas. Sans la 7e place vide, pour toi, Inzaghi doit rester malgré tout, ou il doit partir et justement c'est un des remplaçants qu'on avait cité doit avoir sa chance. Je serais pas contre une saison de plus, mais s'il part maintenant, ça me dérangerait pas. Et vous? Moi, je reviens toujours sur ce que j'ai dit, hein, la fin de cycle, hein, la théorie du fin de cycle que j'avais dit en début d'émission. Pour moi, je pense qu'il a poussé au max l'effectif et c'est déjà très bien. 8e de finale de Ligue des Champions, à Super Copa, etc. Donc très bien. Mais malheureusement, je crois que là, c'est vraiment, il a tenu beaucoup d'années comme ça et malheureusement on arrive un petit peu au bout. Alors après c'est comme avec les filles, quand on perd quelqu'un, quand on perd une fille, on sait ce qu'on a perdu mais on sait pas ce qu'on va avoir. Donc moi ce que je crains c'est oui mais remplacé par qui aussi. Voilà. On a cité 3 personnes. Moi personnellement j'aimerais beaucoup Mihajlovic. Je sais pas parce que c'est un ancien. Il y a aussi une ancienne interview. Oui, dis-moi Akram. Il est malade, Mihajlovic, donc c'est pas la garantie en fait. C'est sûr, mais après justement comme j'allais dire, il y a le rêve d'El Hadjial, mais ça je trouve que c'est plus idyllique. Justement là, petit clin d'œil à Hugo qui a Nesta toujours en fond d'écran. On parle de justement de Nesta probablement potentiel aussi entraîneur de la Lazio qui retournerait à la maison, mais après le niveau de Nesta au niveau, il a entraîné la Série B avec Frosinone, il a fait de belles choses. Il a entraîné aussi en UMLS, enfin la seconde division américaine. Je serais pas sûr, malgré que c'est l'enfant qui retourne à la maison, qui serait au niveau. Ça va être vraiment très très compliqué de trouver un successeur à Inzaghi quand même. Je trouvais ça beau, mais je pense pas que ça marcherait.
Moi, je suis contre votre avis. Ça va peut-être vous choquer, mais je suis pour qu'il reste. Pour Oui. qu'on rajeunisse notre effectif encore. Parce que vous parlez d'une fanatique, mais moi, je suis pas trop d'accord. Parce qu'on a vu que quand la Lazio est dans un bon jour, il peut faire mal à n'importe qui. Donc, en fait, nous, c'est quoi le problème? C'est Stéphane Rado, il va bientôt partir. Lucas Leiva, il ne peut plus enchaîner toute une saison avec 40 matchs. Donc, là, on a Escalante qui l'aide un peu. Et c'est les deux principaux joueurs, en fait. Donc, faut juste trouver un autre bon défenseur à la place de Stéphane Rado et un autre milieu. Et je pense que la machine peut reprendre. C'est Oui, pourquoi mais que c'est une fin de c'est- cycle. ça, après, je pense que son remplaçant aussi et tout ça va être jugé en fonction aussi justement là, c'est la question aussi pour continuer cette émission. On est là pour parler. On va faire une bonne quarantaine de minutes ensemble. On parle, et ça va être quasiment sûr, Matea Kezman, l'agent de Sergej Milinković-Savić, a annoncé quasiment son départ. On s'attend sûrement à 70-80 millions et ça va être là en fait où on attend d'être réinvesti. Donc à moi, à mes yeux, il nous faut deux DC, deux défenseurs centraux, un latéral gauche et un remplaçant à Leiva, voire une concurrence directe quitte à mettre Leiva en défense. Mais en attendant, on n'aurait pas forcément aussi de remplaçant à Sergueï. Le départ de Sergueï, bon, on va pas se mentir, ça va être un gros handicap. Mais vous espérez quoi si un des piliers de la Lazio part justement? Nico? Bah, Ouais, après le départ de Sergueï, je pense que il est quasiment acté. Hein, tu l'as bien dit, il est acté pour la fin de la saison. Je veux dire, il a atteint la Ligue des Champions avec la Lazio, les huitièmes. Je pense que maintenant pour sa carrière, c'est bien d'aller voir ailleurs. Malheureusement pour les remplaçants, ouais, ça va être compliqué déjà que si une partie de la somme, la moitié est déjà réinvestie, ça serait déjà un miracle, connaissant le Tito. C'est vrai. Donc c'est vrai que pour moi, je suis partagé là-dessus parce que ça serait une bonne chose de se renouveler, je pense, de prendre des jeunes joueurs ou des joueurs talentueux. Moi, j'ai vu le Udinese et Lazio et j'ai vu De Paul. Je me dis, mais ça, c'est totalement le profil du C'est joueur pareil. qui manque à la Lazio, totalement. J'allais dire pareil. Vraiment, t'es un bon. Ouais, bah, écoute, ça fait plusieurs années que je le regarde jouer. Je me dis, mais lui, c'est typiquement le mec qui pourrait remplacer. Je sais que c'est pas le même poste, c'est pas le même profil que Sergueï, pas de souci, mais ça pourrait vraiment faire un poids au milieu du terrain supplémentaire, franchement. Qu'est-ce que c'est un beau joueur, Rodrigo De Paul, quand même. Putain de C'est merde. clair, Qu'est-ce que c'est un c'est bon clair. joueur. Et d'ailleurs, depuis 2-3 jours, apparemment, bon, la Lazio s'intéresse à Rodrigo De Paul. Le souci, c'est que De Paul, il a une bonne cote. Il a une très bonne cote. Et c'est le prix d'achat, du moins de l'été dernier, était entre 30-40 millions. Bon, après, en sachant qu'à partir de cet été, il va être dans sa dernière année de contrat, on pourra peut-être baisser un peu le prix, mais il a quand même ça va quand même atteindre les 25-30 millions. Je suis pas sûr, même en réinvestissant, que Lotito serait prêt quand même à mettre autant pour Rodrigo De Paul. Toi, Akram? Moi, je prends le matin, midi et soir. Après, si j'ai pas de pôle, je pense que je prendrai un autre milieu du type Locatelli de la Sassuolo. Lui qui Ouais. est vraiment bon. Puisque lui, en fait, dès qu'on le prend, on peut stabiliser le milieu et on peut laisser plus d'espace à Luis Alberto qui aura vraiment les mains libres pour faire ce qu'il veut. Et donc, on pourra même changer de tactique et avoir plus de cartes entre nos mains lors des matchs. Mais moi, déjà, si on a 70 millions sur Sergei, ça faut prendre. Mais même si je pense pas, parce que la crise, là, ça va faire baisser les prix. Mais si on arrive déjà à en tirer 50 millions, je pense qu'il faut vendre, hein, malheureusement. Même un peu plus quand même, même un peu plus, j'espère. On va arriver donc dans ces 10 dernières minutes de ce podcast. On va atterrir sur des notes légères. Sur des notes légères, il y aura pas de quiz pour ce podcast parce que dès ce soir, je vous invite à participer à 20h30. Ça va être en direct sur Twitch et en même temps via un lien que je vous ai envoyé. Donc le grand quiz de la LAD où il y aura 30 questions, 10 faciles, 10 moyennes et 10 difficiles. Il faudra réviser vos classiques. Mais justement, avant de rentrer dans le quiz et tout ça pour un peu promouvoir pour ce soir, d'autres de légèreté.
moi j'aimerais bien savoir aussi un peu les beaux souvenirs ou même ce qui vous a un peu marqué, on dira sur la dernière décennie de la Lazio. Et par exemple, que ce soit votre plus beau match ou même le plus beau but que vous ayez vu, que ce soit même au stade ou à la télé. Hugo, toi par exemple, si tu as un match référence de cette décennie à retenir ou un des plus beaux buts de la Lazio que tu te souviens. Alors, je suis très très jeune supporter. Je me doute, c'est ce que j'ai cru comprendre. Tu es supporter aussi de Barça, c'est ça? C'est ça. C'est ça, Ça donc, fait mais bon. moins d'un an que je regarde la Lazio. Et comment ça se fait d'ailleurs, même si du coup ça fait une petite année que tu suis là, comment ça se fait que tu as commencé à t'intéresser aussi à cette équipe? Alors, FIFA. FIFA pour de bon? J'ai fait une carrière sur FIFA. Et ça Ouais. m'a beaucoup plu. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé un truc sur la Lazio. Et j'avais vu que les supporters de la Roma, ils étaient très méchants. Et j'avais pas aimé. Je me mais ils sont tranquilles, c'est bien la Lazio. Du coup, j'ai bien aimé la Lazio. Et leur logo, trop stylé, trop j'aime bien. Donc ouais, du coup tu as bien fait de rejoindre la team. Moi, j'ai envie de dire un peu les réseaux sociaux, les jeux vidéo un peu aussi bercés Ouais. pour les plus jeunes, pour les plus vieux aussi un peu notre enfance. Moi je m'en souviens de la Ligue des Masters à l'époque où on pouvait avoir les régènes de Paolo Di Canio ou de Crespo pour les anciens ou même de Nesta qui était quand même incroyable. Akram, toi sur cette dernière décennie un plus beau but, un plus beau match que tu peux ressentir? Bon. Moi, le plus beau but que j'ai vu, je pense que c'était Lazio Inter quand on perd la dernière journée 3-2. Le premier but de Felipe Luis, là, De Felipe. Hein. la contre-attaque, elle était magistrale. C'était vraiment enseigné. Après le match qui m'a marqué, je pourrais parler des derbies de la finale, mais il y avait un match qui m'avait marqué, c'était Juventus-Lazio quand on gagne à l'Allianz Stadium 2-1. 2-1, quel match. Alors là, moi, j'étais à Turin, là, c'était la folie. J'étais avec des supporters lazial et c'était une soirée Ah, magique. tu étais en courbe, tu étais dans la petite courbe, à côté là, en plus qui est collé justement aux tifos C'était un match Juventini. magique. C'était un match magique. Surtout que c'était la grande Juve. C'était pas la Juve de maintenant, tu vois. C'était la Juve qui était forte, qui surclassait le championnat. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette équipe pouvait enfin revenir en Ligue des Champions et Simone Inzaghi l'a fait 2 ans après. Mais Ton, c'était, ton, ton explosion, ça a été quoi un peu l'explosion au moment du penalty arrêté de Strakosha à la dernière minute, on le rappelle en plus. Hein. c'était, Tu as bon, fêté ça comme un but autant, non? Enfin, on a tous fêté ça comme un but. j'étais plus heureux que lors de mon mariage, tu vois. Faut pas dire. Mais après, en France de Stracoche, je voudrais bien votre avis. Pourquoi cette année il joue plus? Je comprends pas. Je pense que Strakoch a, pour après laisser la parole à Nico sur les bons souvenirs, on va faire quand même cette petite parenthèse, c'est intéressant. Je pense que Strakocha de base a été pas mal fatigué, pas mal remué aussi d'avoir fait quasiment presque 50 matchs l'an dernier. Il lui fallait enfin une concurrence. Lui qui enchaînait les mauvaises prestations post-Covid, je parle du moins. Et il lui fallait un concurrent. Le concurrent en direct a été trouvé, c'est Peperina. Peperina, lors du turnover, malheureusement, a été plus malgré que les stats, enfin les averse goals, comme ils appellent ça, les statisticiens, mais bon, moi je suis pas trop fan du foot stat. Peperina a fait ses preuves et a été bon lors des matchs où il a fait souffler au début de saison Strakosha, on le voyait très clairement le turnover. Et malheureusement, quand Strakosha, autre que le Covid, les pépins aussi physiques qu'il a pu au genou, qui a pu se répéter, il a été très moyen, voire insuffisant sur ses prestations. Je pense que Inzaghi, c'est pas la meilleure pratique et théorie que de le mettre quasiment sur le banc, parce que là on le voit même plus. Mais bon, voilà, il fait des rechutes. Mais c'est un mystère parce que perdre autant en confiance et en niveau pour Thomas Strakosha, c'est un mystère. Je sais pas toi ce que tu en penses, Nico. En fait, ce qui s'est passé pour moi, pour Strakosha, c'est que c'est la première fois déjà qu'il a un numéro 2 qui est, j'allais dire, à son niveau, voire un peu meilleur, je pense, avec toute l'expérience qu'Arena. C'est vrai que Strakosha, depuis qu'il est à Lazio, il a toujours eu des pipes en numéro 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez des noms qu'on a eu en Proto. Bon, Proto qui a eu une grande carrière en Belgique, certes.
Proto, il y a eu des, je sais plus, Adamoni, Vargic, etc. Donc c'est la première fois vraiment où Strakosha est face à une concurrence qui est saine et qui est intéressante. Et j'ai l'impression que malheureusement, ça se voit à sa tête. J'ai l'impression que ce mec-là, il est toujours déprimé quand on le voit. On le voit dans les avant-matchs, etc. Il est toujours une tête déprimée, etc. Et j'ai l'impression que la concurrence avec Reina, il a mal supporté et qu'il s'est pas remis en cause comme il devait le faire. Pour j'allais dire se battre pour cette concurrence, quoi. Voilà. C'est pas faux. Justement, je vais continuer à te laisser la parole pour justement toi ton plus beau but et le match qui t'a marqué lors de la dernière décennie. Alors moi, ça va vous faire marrer. C'est pas les derbies, forcément la Coppa Infaccia contre la Roma en 2013, ça y a pas de souci. Par contre, je vais vous citer. Dans une autre vie, j'étais supporter du PSG, assez assidu. Je le suis toujours, mais un peu moins avec les années. Mais c'est vrai que le Lazio Marseille au Vélodrome, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Europa League, le 3-1 où il y a Maruzic sur un contre qui met une frappe du gauche dans la lucarne. Et surtout un but de Wallace. Surtout un but de Wallace. C'est-à-dire qu'on a réussi à taper l'OM avec une équipe totalement pétée, surtout en défense, avec un Wallace buteur en plus, un Wallace défenseur central. Et ça me fait vraiment marrer que la Lazio puisse battre l'OM, vraiment humilier l'OM sur sa pelouse. Et je garderai ça en bon souvenir, franchement, de ces 5-6 dernières années. Ouais. Et tu as un but référence justement qui t'a marqué lors de cette dernière décennie? Moi, oui, je vais revenir sur un derby du coup contre la Roma à domicile. Dernière minute, la passe en louche de Mathusalem, contrôle de Klose. Ouais, voilà, contrôle de Klose et la frappe au ras du poteau pour un 2-1 dans les arrêts de jeu. Celle-là, je pense que chez moi, j'ai sauté partout, j'étais comme un ouf sur ce but-là, vraiment. Moi, personnellement, sur cette dernière décennie, hormis les derbies, bien sûr, et la Coppa, comme tu as pu le souligner, c'est un but que j'ai vu en direct qui avait été élu d'ailleurs plus beau but de Serie A. Je l'ai vu en direct, c'était le 28 décembre 2018. C'était, je sais pas si vous vous rappelez, le but de Sergej Milinković-Savić contre le Torino, la frappasse qui met contrôle, demi-volée et lucarne. J'y étais à l'Olympico et le vivre en direct en courbe, c'était incroyable. Et aussi pour l'anecdote un petit peu drôle, le match qui m'avait fait vraiment, au point que mes voisins ont tapé tellement à ma porte, tellement j'avais fait du bruit, c'était la Super Coppa d'Italie contre la Juve. Lors de la victoire avec le but de Maruzic à la dernière seconde. Alors pour l'anecdote, à l'époque, j'avais pas de wifi chez moi, j'avais un réseau de merde, je devais regarder les matchs aux toilettes, dans mes toilettes, pour même faire les live tweets comme je faisais avant. Et au moment en fait du but à la 92e de Dybala, ma connexion bug, je relance le stream, il y a pile à ce moment-là, Lukaku qui fait l'amour à De Ciglio pour faire la passe en retrait sur Maruzic. Là, j'ai explosé. J'avais cassé à l'époque mon rebord des WC, tellement j'avais explosé sur le but. C'était pas Murgia d'ailleurs, c'était pas Maruzic, c'était Murgia qui marque. Murgia, pardon, Murgia. Voilà, oui. Je vois très bien de quel match tu parles. Ouais, pour moi aussi, c'était ouf. C'était un match exceptionnel. On gagne 2-0 à la mi-temps avec un doublé de Ciro. Et la Lazio fait de la Lazio, on se fait revenir sur un coup franc, puis sur un penalty encore de Patrick, soit dit au passant. Et justement, et là. Bambino la Lazio, Murgia, ça m'a fait de la peine d'ailleurs qu'il soit dans la transaction avec Lazare. Moi je l'aimais bien même s'il était illimité. Voilà ce but qui vient récompenser et qui vient en plus, je vous invite à regarder sur YouTube, il y a encore la vidéo. C'est des supporters de la Juve qui filment le penalty de Dybala et qui commence à chanter en fait en italien. On n'entend plus chanter les Laziales, et forcément grosse clim du côté de la Curva Nord. Et à ce moment-là, donc il continue à filmer, sauf que le but de Dybala et le but de Murgia, ça intervient à 45 secondes d'intervalle. Donc du coup, le type il continue à filmer, et pile quand il continue à filmer, en fait, il y a le but de Murgia, la extinction des feux côté Juventino, et c'était magique même magique à voir pour nous. Est-ce que vous vous rappelez aussi le maillot de cette saison-là? Il était magnifique avec l'aigle.
Ah oui, mais ça c'était un gros clin d'œil à la saison de 75, maillot exceptionnel. Ça c'était mais depuis quand même depuis quelques années on est gâté par Macron qui fait quand même des beaux maillots pour la Lazio. Ouais, Sauf le vert. Sauf le vert. Oui, sauf le vert. En tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, d'avoir partagé ces bons moments, de ces débats qui étaient fort intéressants. Je vous remercierai jamais assez de votre soutien et d'être là à travers les Twitch comme Hugo est tout le temps là, comme toi Nico dès que tu peux, Akram qui apporte son soutien sur Twitter et partout. Ce soir, si vous êtes disponible dès 20h30 donc sur Twitch et donc en direct, j'organise donc le grand quiz de la LAD, il y aura 30 questions. 30 questions, ça va être en direct. Donc pour ceux qui veulent le suivre sur deux plateformes, c'est-à-dire pour faire le quiz sur le portable et regarder sur l'ordi ou sur la télé le Twitch, comme ça je vais dicter en même temps les questions, chacun va être à son rythme. Et il y a un petit cadeau pour le gagnant. Il y aura un petit cadeau. Le cadeau, en fait, c'est en partenariat avec Tanguy Milano sur Twitter qui fait des beaux cadres, Le meilleur. Pardon? C'est le meilleur. Tu le connais? Ouais. Et faut que je prenne un cadre. Et donc, il va avoir en cadeau, en fait, le cadre de Stéphane Radou avec 401e match pour la Lazio à gagner pour le gagnant de ce quiz, ou les gagnants. S'il y en a plusieurs qui fait ça, ben on fera par deux. C'est pas un souci. C'est pour moi et ça va être un grand honneur. En tout cas, les gars, merci encore. Merci, on se retrouve de toute façon très très vite. Des libres antennes, il y en aura encore. On aura encore l'occasion, Hugo, Nico et Akram, de discuter si vous êtes là présent en tout cas. Et merci encore à vous. Avec plaisir, Pierre-Marie. Merci pour ce que tu fais pour nous, pour les supporters de la Lazio en France. Et continue comme ça en tout cas. Merci. Akram, merci surtout, à toi. Et forza Lazio, les gars, toujours. Forza Lazio. Toujours. Les gars, allez, on se retrouve dès ce soir et più che mai, forza Lazio. Ciao ragazzi, ciao a tutti.